Salut à tous et à toutes, une actualité sous haute pression, bienvenue dans le Grand Journal, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde pour présenter le Grand Journal, Erlich Dorelas. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, Swag Radio on air avec du style, passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24 heures sur 24, jeudi 26 mars 2026, quatrième sortie de ce grand journal. Pour cette semaine, tout de suite, voici les infos. Guerre au Moyen-Orient. Washington assure que l'Iran négocie. Téhéran continue de démentir Donald Trump, qui assure que des négociations sont menées avec Téhéran. Menace de faire déchaîner l'enfer sur l'Iran si le régime faisait encore un mauvais calcul. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient, Donald Trump a assuré que l'Iran participe bien aux négociations, malgré les contestations de Téhéran, qui a refusé le plan en 15 points de Washington et qui répète vouloir mettre fin au conflit à ses propres conditions. Mercredi, le président américain avait promis de déchaîner l'enfer sur le pays si le régime faisait encore un mauvais calcul. Des menaces répétées par Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. Pour le moment, aucune information n'est disponible sur le ou les dirigeants iraniens en charge des pourparlers évoqués par la Maison-Blanche. Dans le même temps, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi affirme que l'Iran continue de résister et que si des messages peuvent être transmis, cela ne peut en aucun cas être qualifié de dialogue. Nous irons à Tel Aviv dans ce grand journal. Tel Aviv frappé ce jeudi matin 26 mars 2026. Au moins 6 blessés, des images impressionnantes sur place. Tel Aviv s'est réveillé sous tension ce matin, après une frappe qui a touché plusieurs zones de la ville, faisant au moins 6 blessés. Sur les premières informations rapportées par les autorités locales sur place, les équipes de secours sont rapidement intervenues pour prendre en charge les victimes, tandis que les forces de sécurité ont sécurisé le périmètre. Écoutons les détails avec LCI dans ce grand journal. L'Iran a encore frappé Israël ce matin. Léa Merlier avec Antoine Pocry. On vous retrouve à Kfar Gassem. Il y aurait plusieurs blessés dans le centre du pays, Laura. Oui, nous sommes arrivés dans cette ville il y a 1 heure et regardez, je vais vous montrer. Ici, il y a le cratère laissé par une sous-munition qui est retombée juste devant une habitation. On peut voir que le souffle a été tellement puissant qu'il a soufflé une voiture. Il y en a une deuxième qui est d'ailleurs en train d'être remorquée. Au total, il y a eu près de 4 impacts de sous-munitions dans cette ville. Ces missiles à sous-munitions, vous savez, ce sont ces missiles qui dispersent des dizaines de petites bombes qui transportent 1 à 5 kilos d'explosifs. Et vous voyez, ces charges, elles suffisent à créer des dégâts comme cela. Il y a eu plusieurs alertes ce matin, au moins 3, mais c'est ici que la frappe a été la plus importante. On compte au moins 2 blessés. Un habitant nous racontait tout à l'heure qu'il était à cet endroit. Il a couru se mettre à l'abri dans la maison juste à côté et 20 secondes plus tard, la sous-munition est tombée. Il insistait en nous disant c'est pour ça que c'est extrêmement important de se mettre dans les abris lorsqu'une alerte retentit. L'Iran a démenti les allégations concernant une négociation encore avec les États-Unis visant à mettre fin à la guerre. Dans une interview accordée mercredi à la télévision d'État, le ministre iranien des Affaires étrangères, Saïd Abbas Araghchi, a déclaré que les affirmations sur lesquelles de telles négociations auraient lieu constituaient un aveu de défaite de la part des États-Unis. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Aucune négociation n'a eu lieu jusqu'à présent. J'affirme catégoriquement qu'il n'y a eu aucune négociation ni aucun dialogue avec la partie américaine. Cependant, ces derniers jours, la partie américaine a commencé à envoyer divers messages par le biais de différents intermédiaires. Le fait qu'ils parlent désormais de négociation est, en soi, un aveu de défaite. N'exigeait-il pas une capitulation sans condition? Alors pourquoi parle-t-il maintenant de négociation? Avant les déclarations de M. Araghchi, la télévision d'État iranienne a également cité un responsable anonyme affirmant que Téhéran avait rejeté la proposition de cessez-le-feu des États-Unis et avait énoncé ses propres 5 conditions pour mettre fin au combat.
Celles-ci comprennent l'arrêt complet de l'agression et des assassinats, la garantie du paiement des dommages de guerre et la reconnaissance de la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Les autorités ont déclaré que ces conditions n'étaient pas négociables. Un porte-parole militaire iranien a tourné en dérision les demandes de négociations américaines. Vos conflits internes ont-ils atteint un point tel que vous négociez avec vous-même? Notre position n'a pas changé depuis le premier jour, et elle restera la même. Quelqu'un comme nous ne s'entendra jamais avec quelqu'un comme vous. Ni maintenant, ni jamais. En pleine guerre, le double jeu du président américain Donald Trump avec l'Iran. Donald Trump envoie des signaux contradictoires. D'un côté, il assure que des négociations sont en cours. De l'autre côté, il envoie des hommes à renfort sur le terrain. Le récit est signé France TV Info dans ce grand journal. Des tirs de missiles iraniens vers Israël et des frappes américaines sur les capacités militaires de Téhéran. La guerre offre en ce 26e jour une impression de déjà-vu. Pourtant, Donald Trump affirme qu'elle est entrée dans une nouvelle phase, celle de la négociation. On négocie en ce moment même, et je peux vous dire que de l'autre côté, ils souhaitent un accord, et qu'ils ne le voudraient pas à leur place. Le président affirme avoir transmis aux Iraniens un plan de paix en 15 points, où il leur demande de renoncer à l'arme nucléaire. Le plan réclame aussi la fin de l'enrichissement d'uranium en Iran, la remise des stocks d'uranium déjà enrichis et la limitation des missiles balistiques. Le détroit d'Ormuz devra également rouvrir au commerce international. Des conditions jugées inacceptables par Téhéran, qui a très vite adressé une fin de non-recevoir. Depuis le premier jour, notre position est très claire, et elle ne changera pas. Nous ne nous entendrons jamais avec vous sur un accord, ni maintenant, ni à l'avenir. Les Iraniens doutent que Donald Trump négocie en toute bonne foi, car dans le même temps, le Pentagone positionne des milliers de soldats supplémentaires dans la région, à commencer par ses parachutistes. La 82e division aéroportée, célèbre pour son rôle dans le débarquement en Normandie, va déployer entre 1000 et 3000 combattants. 2 navires sont également en route avec environ 5000 Marines à bord. La négociation n'est-elle qu'un écran de fumée destiné à laisser le temps à l'armée américaine de préparer une intervention au sol? Hier, le ministre de la Guerre a assumé cette stratégie ambivalente. Nous négocions avec des bombes. Le vice-président américain J.D. Vance, qu'on dit plus frileux sur cette guerre, pourrait se voir confier la tâche délicate de négocier une sortie de crise. Ce soir, la Maison-Blanche annonce que les discussions avec l'Iran se poursuivent. Alors, quel Donald Trump faut-il croire? Celui qui masse des troupes supplémentaires ou celui qui veut faire jouer la diplomatie? Les Iraniens se rappellent évidemment que des négociations étaient en cours le mois dernier lorsque Donald Trump a fait frapper le régime de Téhéran. La guerre au Moyen-Orient semble franchir un nouveau cap alors que Donald Trump évoque des négociations avec l'Iran. Plusieurs médias américains rapportent que l'armée américaine se préparait à déployer jusqu'à 3000 soldats parachutistes dans la région. Le récit est signé TVA Nouvelles dans ce grand journal. C'est un secret de polichinelle, désormais confirmé par le ministre israélien de la Défense. L'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle d'une partie du sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, ce qui représente près de 10% du pays. Et pour y parvenir, l'État hébreu masse ses forces à la frontière. Ce député du Hezbollah a lancé un avertissement. Toute occupation israélienne sera combattue. Mardi, l'armée israélienne a affirmé avoir de nouveau poursuivi ses frappes contre le Hezbollah et l'Iran. Frapper des cibles civiles, c'est un signe de faiblesse, pas un signe de force, rétorque ce Libanais. Le combat du Liban aujourd'hui est juste. Au lendemain de l'appel du président français, Paris a pressé Israël mardi d'éviter une offensive terrestre qui serait lourde de conséquences humanitaires. Mais Israël a renvoyé la faute au Hezbollah et a menacé de détruire tous les ponts sur le Litani pour bloquer ses opérations. En face, l'Iran ne relâche pas. Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel israélien est devenu de nouveau le théâtre d'explosions. Et au petit matin, les traces des frappes étaient bien visibles, des bâtiments et des véhicules lourdement endommagés.
Les Israéliens découvrent que la guerre est désormais chez eux. On a entendu une énorme détonation, a raconté cet adolescent de 15 ans. Alors qu'aucune issue ne se dessine, le Pakistan s'est dit prêt à accueillir des pourparlers pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Une proposition aussitôt saluée par l'ONU. Et pour une deuxième journée, mardi, le président américain a affirmé que des discussions étaient en cours avec Téhéran, des propos rejetés la veille par l'Iran. Adi Hassine, TVA Nouvelle. C'est l'heure du grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas depuis les studios de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio on air avec du style. Alexa open Swag Radio. Écoutez Swag Radio. Oui, 24 heures sur 24. Ça sonne bien à l'oreille. Allez, Borders Café Créole, la bonne cuisine haïtienne, the place to be. Ah oui, Borders Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. En 299, Main Street Everett, chiffré le 617 294 14 25, Brothers Café Créole, the place to be. Pour rester bien informé, info 5 sur 100 bavure, P-News, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Les Nations Unies ont proposé un plan d'aide d'urgence à Cuba, portant notamment sur la livraison de carburant, dans le cadre de discussions avec les États-Unis sur l'autorisation d'éportation à des fins humanitaires. Le reportage est signé Thibault Franchet de France 24 dans ce grand journal. Des sacs remplis d'aide humanitaire qui sont les bienvenus dans cet hôpital cubain. En pleine crise, l'île manque de tout, denrées alimentaires, fournitures médicales, eau potable, mais surtout de carburant, indispensable à la production d'électricité. Cela complique fortement le fonctionnement des hôpitaux qui doivent repousser des interventions. Les patients sont pénalisés. Ici, ce sont des enfants. Nous voudrions faire plus, mais nos ressources ne nous le permettent pas. C'est ça qui provoque la tension. Mais il est hors de question que cette tension retombe sur le patient en état critique qui naît ici, ni sur les cas d'urgence. Donc tout ce qui n'est pas prioritaire finit en bas de la liste. Évidemment, mise en attente. Les colis d'aide reçus par l'hôpital sont arrivés mardi sur ce bateau de pêche venu du Mexique. En plus de la nourriture et des médicaments, les colis contiennent des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Des avions chargés de vivres sont également arrivés la semaine dernière depuis l'Europe et les États-Unis dans le cadre de la mission Nuestra América. La situation est clairement difficile. C'est un peuple qui résiste depuis de nombreuses années et maintenant il est soumis à un siège sans précédent dans son histoire. L'OMS dénonce une situation profondément préoccupante sur l'île. L'ONU propose un plan d'aide de 94 millions de dollars, incluant des livraisons de carburant. Le représentant des Nations Unies sur place alerte. Si la situation actuelle se poursuit et que les réserves de carburant du pays s'épuisent, nous craignons une détérioration rapide avec un risque de pertes humaines. La mission Nuestra América doit acheminer au total 50 tonnes d'aide. Les 15 pays de la communauté des Caraïbes ont promis d'envoyer des vivres. Des sacs remplis d'aide humanitaire qui sont les bienvenus dans cet hôpital cubain. Est-ce qu'on peut parler de mauvais calculs dans la guerre? Que faut-il comprendre des négociations qui auraient eu cours entre les deux pays en guerre depuis près de 2 mois? Charles Philippe fait le point sur Radio-Canada avec David, fondateur de l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM, dans ce grand journal. Pour tenter d'y voir un peu plus clair, Charles-Philippe David est avec nous, donc fondateur de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Bonsoir Charles-Philippe. Bonsoir Céline. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces négociations ou pas négociations? Visiblement, il y a quelque chose qui se passe. Non? Il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'on cherche de chaque côté, Céline, une stratégie de sortie. Peut-être gagner, si c'est possible, par la voie de la négociation, un résultat ou une solution politique qui ne peut être gagnée sur le champ de bataille, qu'on ne peut pas gagner militairement. Vous savez, Clausewitz disait, la guerre
guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais c'est la continuation de la politique. Il faut peut-être revenir à la politique. Et c'est un peu ce que je pense que chaque parti recherche actuellement, mais ça reste à voir si ça va fonctionner. Ça, c'est pas sûr. Donc, on recherche une sortie de crise. En même temps, Donald Trump envoie des renforts là, au Moyen-Orient, des Marines, des parachutistes là, qui s'en viennent de régiments d'élite. C'est le choix que doit faire, franchement, Donald Trump. Est-ce qu'il veut, franchement, déclarer ou obtenir une vraie victoire? Parce que pour l'instant, pour lui, c'est quand même pas une victoire du tout. Au contraire, c'est même, diront certains, une défaite dans la mesure où l'Iran se tient debout. Alors, s'il veut absolument gagner militairement contre l'Iran, il n'aura pas le choix que d'autoriser une intervention militaire. Mais ça, c'est pas sûr non plus que ça peut gagner. Hein? Exactement, c'est pas sûr non plus que ça fonctionne. Mais comme le disait Azeb, je pense en effet que l'île de Karg est dans la ligne de mire du Pentagone parce que c'est peut-être une façon, encore une fois, d'essayer d'obtenir un gain pour les États-Unis et une grande défaite pour l'Iran parce que 90% du pétrole et du gaz naturel passe par l'île de Karg. Si les Américains contrôlent cette île, ils pensent peut-être pouvoir exercer les pressions qu'il faut sur le régime iranien pour finalement capituler. Ça aussi, ça reste à voir parce que les drones armés et les moyens iraniens ne sont pas du tout encore éliminés, au contraire. Et on dit qu'ils sont en train de renforcer justement leur position sur cette île de Karg. Voilà. Non, Donald Trump est dans le pétrin. Quand on parle de stratégie de sortie, je vous dirais, pour lui, cette expression s'applique encore plus parce que la guerre est impopulaire auprès de l'électorat américain, ça c'est très clair. Il n'a pas non plus obtenu ce qu'il voulait dès le départ, c'est-à-dire le changement de régime. En fait, le régime est maintenu en place, à tout point de vue. Même si il a réussi à décapiter 75% du leadership iranien, il reste quand même que les gardiens de la révolution, ce corps armé finalement de ce régime théocratique, a vraiment pris le pouvoir. Et ce sont eux maintenant qui mènent le pays. D'ailleurs, ils le mènent de manière répressive, si bien qu'il n'y en a pas. Et on ne prévoit pas, pour l'instant en tout cas, de changement de régime à Téhéran. Donc pour Donald Trump... Et il est prêt à négocier avec le régime actuel, Donald Trump. Maintenir ce qui reste du régime, ou en tout cas ce nouveau régime des gardiens de la Révolution. Ce qui explique, entre parenthèses, que le président du Parlement, d'une part, et que le ministre des Affaires étrangères, d'autre part, ait été sans doute épargné dans ce 25% qui reste encore en place au sein du régime. Zoom sur la guerre, au lieu de pourparler, une intensification de la guerre. Téhéran durcit le ton, alors que certains signaux laissaient entrevoir une possible reprise des discussions diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis. La réalité sur le terrain semble suivre une trajectoire opposée à Téhéran. Les autorités dénoncent une escalade militaire préoccupante, estimant que les actions récentes de Washington et de ses alliés traduisent une volonté d'intensifier le conflit, plutôt que de privilégier le dialogue. Écoutons les détails sur la RT dans ce grand journal. Alors, si on suppose que des pourparlers ont quand même lieu en coulisses, parce que beaucoup d'éléments laissent à supposer que des négociations ont eu quand même lieu. Et puisque Téhéran aujourd'hui soumet des points sur lesquels les lignes rouges qu'il ne traversera jamais et que Washington rétorque du moins par la voix du secrétaire de la Maison-Blanche aujourd'hui, Caroline Leavitt, en disant que si la proposition de Donald Trump était réfutée, les frappes continueraient de plus fort. Comment trouver le juste milieu dans tout ça ? En effet, il est tout à fait problématique de trouver un juste milieu par rapport aux deux positions affichées. L'Iran ne peut pas se permettre d'accepter l'arrêt de la guerre sans réaliser des objectifs stratégiques majeurs. Sinon, le sang des martyrs, toutes ces destructions, tout cet effort de guerre n'aura en fin de compte servi à rien et l'Iran sera toujours sous la menace d'une nouvelle guerre déclenchée à tout moment par les Américains et les Israéliens. Il est, dans la logique iranienne, il est de question d'arrêter la guerre avant de réaliser des objectifs stratégiques qui sont notamment en relation avec des garanties que l'Iran est en mesure de vérifier et d'assurer
qu'il n'y aura pas d'agression, qu'il n'y aura plus d'agression future. Il faut rappeler ici que l'Iran est la partie agressée. On la présente comme si elle était la partie qui a commencé la guerre. L'Iran est la première victime de la guerre. Elle a été victime d'agression américano-israélienne alors que elle était en position purement défensive et participait à de soi-disant pourparlers de paix. Donc pour l'Iran, qui n'est pas du tout dans une position de faiblesse au regard de ce qui se passe sur le terrain, pour l'Iran, il n'est pas question d'arrêter, d'accepter des pourparlers officiels ou d'arrêter la guerre sans réaliser un certain nombre d'objectifs qui garantissent sa sécurité à l'avenir et aussi, c'est une nouvelle condition qu'elle a introduite, la sécurité de ses alliés. Tandis que pour les Américains ont en quelque sorte joué le poker, ils ont joué leur va-tout sur la décapitation du régime qui, selon leur logique et la logique israélienne, ne manquera pas de s'effondrer que si le guide suprême est assassiné et aussi quelques dizaines de dirigeants du premier cercle. Mais ce calcul s'est avéré totalement faux et le régime a tenu bon et l'Iran est un État au plein sens. J'ai deux du questions terme, par rapport à ça. Monsieur Limam, s'il vous plaît, est-ce que vous me laissez vous poser une question? Alors, nous irons en Haïti dans ce grand journal. Haïti, l'ONI lance la distribution de plus de 500 000 cartes d'identification avec le programme Katula. L'Office national d'identification ONI s'apprête à franchir une étape majeure dans le renforcement de l'identité citoyenne en Haïti. À travers ce nouveau programme baptisé Katula, l'institution annonce la distribution de plus de 500 000 cartes d'identification nationale sur l'ensemble du territoire. Le récit est signé Radio-Télé-Métropole dans ce grand journal. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs électoraux. Bien que les caméras de la presse aient été interdites, le Premier ministre, accompagné du directeur général de l'ONI, a parcouru les différentes directions pour s'informer sur le processus de fabrication de cette pièce d'identité incontournable. L'occasion pour Reynold Guerrier de souligner la volonté du chef du gouvernement de rendre l'Office national d'identification plus efficace dans un contexte où l'institution est fortement sollicitée. C'est un grand honneur pour nous accueillir PM, son Excellence Alice Didier Fils-Aimé, dans l'occasion ça. Alors peut-être que en plus le monde pas connaît, PM dans son monde qui très branché technologie et nous sommes pendant visite là, pendant tournée, il prend temps pour regarder comment procédure est et ce qui fait nous un peu le plaisir parce que nous occasion pour nous montrer le travail que nous avons fait avec toute procédure. Alors que le CEP prévoit de lancer prochainement l'inscription des électeurs, de nombreux citoyens ne possèdent toujours pas de carte d'identification, ce qui pourrait compromettre leur inscription sur la liste électorale. Toutefois, afin de pallier cette situation, l'ONI entend lancer une distribution massive grâce au nouveau programme Katula, a souligné le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. C'est-à-dire ONI va mener Katio, joindre Mounio pour que Mounio puisse récupérer Katio. En même temps, il y a 250 000 cartes qui peuvent co-imprimer. Que les gens te faire, tu prends empreinte, tu prends photo, mais nous pouvons avoir 4 physiques. Nous sommes recevoir 500 000 cartes, c'est bien ça? Nous sommes recevoir 500 000 cartes et d'ici ce maintenant, 250 000 cartes qui peuvent co-imprimer ou va commencer à imprimer. Et 4 ça qui peuvent co-imprimer. Ce n'est pas seulement pour le pays d'Haïti, mais il y a une carte, c'est pour les gens qui sont dans la diaspora. La production de cartes va s'intensifier dès la semaine prochaine. Le but est de généraliser l'obtention de cette carte que le Premier ministre présente comme étant de qualité supérieure aux anciennes. Carte d'identification nationale, là, je dis, dans le côté de rivé, dans la question de transition, qui s'est menée dans l'élection, carte d'identification nationale, là, m'a dit, c'est clé démocratie. Parce que sans 400, moun pa pral voter. Sans 400, moun pa pral décider qui est-ce qui peut diriger.
J'aime toujours dire, nous sommes gouvernement transition. Transition, ça veut dire que nous venons, nous avons un job, faut que nous aller. Lors de cette visite à l'ONI, Alix Didier Fils-Aimé a réaffirmé sa volonté de tenir des élections générales cette année. Tout en conditionnant le scrutin au retour de la sécurité, il a assuré que le processus suivrait son cours à tous les niveaux. La CEDEAO fait un pas en faveur de la reprise du dialogue avec l'AES. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a désigné l'ancien Premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté, comme médiateur afin de rétablir le dialogue avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Reportage signé Africa News dans ce grand journal. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a désigné mercredi un médiateur afin de rétablir le dialogue avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les trois pays sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir entre 2020 et 2023. Ils ont quitté l'Union économique et monétaire de la CEDEAO l'année dernière, après s'être associés pour créer leur propre confédération, l'Alliance des États du Sahel. Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre guinéen et ex-secrétaire exécutif de la CEDEAO, a été nommé négociateur en chef auprès des pays de l'AES. Le trio d'États, qui s'est rapproché politiquement de Moscou, partage une vision anti-impérialiste et pro-souveraineté. Il a vivement critiqué les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest qui sont restés proches de l'ancienne puissance coloniale, la France. Les trois pays de l'AES sont depuis des années en proie à des insurrections djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. À Abuja, une source au sein de la présidence de la CEDEAO a confirmé la nomination de M. Kouyaté, qui vise à contribuer au rapprochement des peuples de la communauté ouest-africaine. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 26 mars 2026. Météo pour ce aujourd'hui. Pour ce jeudi 26 mars 2026 à Boston, la journée s'annonce particulièrement douce pour la saison avec un ciel majoritairement couvert et des averses prévues en soirée. Maximum 65 degrés Fahrenheit. Écoutez bien. 65. Ouais. Minimum 42 degrés Fahrenheit. Ressenti actuel à environ 38 degrés Fahrenheit tôt ce matin en raison de l'humidité élevée à 91%. Quelques éclaircies possibles entre 9h et 11h avec des températures grimpant rapidement de 49 degrés Fahrenheit à 55 degrés Fahrenheit. Le ciel deviendra très nuageux. La température atteindra son pic de 65 degrés vers 15h. À la soirée, les probabilités de pluie augmentent nettement, passant de 20% à 21h jusqu'à 75% vers 23h. Vent du sud-ouest modéré, si vous sortez malgré la pluie prévue, voici quelques options. Récital le piano pour aujourd'hui, par Charlotte Roux à Boston. Et le match Brésil-France, c'est pour ce soir à Boston. À Foxborough, de préférence, dans la capitale des grandes écoles du monde. Joyeux, mais à jeudi, pour présenter le grand journal Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Alexa Open, Swag Radio. Merci à tous les auditeurs qui ont choisi Swag Radio. Ce soir, vous aurez Brise du soir avec Ruth Saint-Louis, 8h, 10h, sur Swag Radio. D'autres émissions vont venir sur Swag Radio on Air, avec du style, les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News. Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre source numéro 1 en matière d'infos. Allez, Brothers Café Créole. Délicieux soir, Brothers Café Créole, de la bonne cuisine. Une cuisine sans limite. Au 299 Main Street, Everett Chiffré. Le 617 214 1425. The place to be. Brothers Café Créole. Joyeux jeudi. N'oubliez pas de garder le sourire, car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.